Je vais m'essayer à une esquisse de définition de l'orientalisme. Alors, d'abord, le mot d'orientalisme est un peu disqualifié. Il est un peu disqualifié parce qu'il lui est arrivé ce qu'il est arrivé à l'Église. Elle s'est tellement compromise avec l'Ancien Régime qu'elle a été emportée par la Révolution. Or, l'orientalisme est démonétisé parce qu'il s'est compromis, notamment avec le colonialisme, et aussi par certains de ces ténors, par une hostilité tout à fait affichée à l'égard de l'islam. Là, on parle de l'orientalisme islamisant. Alors l'orientalisme, c'est une galaxie, hein, ça apparaît d'abord à la Renaissance, c'est-à-dire à une époque qui succède au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les auteurs musulmans étaient l'objet d'une appréciation équivoque, c'est-à-dire que par exemple Ibn Rushd, Averroès, Ibn Sina, Avicenne, Al-Ghazali, etc., mais surtout Ibn Sina et Ibn Rushd, étaient considérés d'une part comme des savants, donc la science était chez eux, il fallait aller la chercher chez eux, la science grecque interprétée, commentée par Ibn Rushd, et la philosophie grecque interprétée beaucoup plus librement par Ibn Sina. Donc c'est là qu'était le savoir, donc on va le chercher chez ces détenteurs légitimes qui ont, mieux que l'Europe, conservé l'héritage grec. Il faut quand même le rappeler. Les musulmans ont mieux conservé l'héritage grec que les Européens. Et ils ne se sont pas contentés, comme on le dit, de servir de facteur, c'est-à-dire de le transmettre à l'Europe. Ils l'ont développé, ils ont inventé des disciplines nouvelles, notamment en optique, en mathématiques, et aussi en astronomie, parce qu'en astronomie, ils étaient tout près de Copernic. Donc, ils étaient considérés comme des savants. Mais, en même temps, c'était des adversaires religieux. C'est les infidèles. Mais comme ils détenaient le savoir, les Occidentaux étaient contraints, enfin les chrétiens, hein, puisqu'ils étaient quasiment tous chrétiens, étaient contraints de chercher le savoir là où ils se trouvaient. La Renaissance, c'est tout à fait différent. La Renaissance, elle se caractérise par une orientation nettement anti-musulmane. On le voit chez un certain nombre d'auteurs. Il y a quelques auteurs, par exemple, qui ont brûlé le canon d'Avicenne, Al-Qanun, qui est quand même un des livres majeurs de la médecine. On a considéré qu'il fallait retourner aux sources grecques, on laissait tomber les Arabes parce que ces commentaires n'apportaient rien de particulièrement nouveau ou intéressant ou pertinent. Et donc, déjà, à la Renaissance, le climat était nettement anti-oriental. Il ne faut pas oublier que les musulmans, c'était ceux qui détenaient l'accès aussi au tombeau du Christ. Il y avait tout ça derrière, les croisades, il y a toute une mémoire quand même qui se trouvait là. Et la Renaissance, c'est l'époque où l'Europe commence à prendre conscience de sa puissance. D'accord ? On découvre l'Amérique, on passe, on contourne l'Orient pour aller chercher les épices en Inde, en Orient, en Asie, etc. Et donc il y a un bouleversement extrêmement important, géopolitique et important du monde. L'émirat de Grenade disparaît. Et tout ça, ça se passe au moment des prémices, mais aussi de la Renaissance. Donc l'orientalisme est lié à un sentiment de puissance de l'Europe et qui ira de plus en plus en s'accentuant, et un sentiment de puissance de l'Europe à l'encontre, bien sûr,
de ceux que depuis le Moyen-Âge on considère comme ses adversaires sur le plan à la fois religieux et politique. Parce qu'il faut toujours prévenir un retour des musulmans en Andalousie. Ça, ils pourraient toujours revenir. Et d'ailleurs, une partie de la course, c'est-à-dire de ce qui est convenu d'appeler la piraterie, était aussi motivée par ces raisons-là. Alors, ils ont commencé à travailler, donc les orientalistes ont commencé à travailler. Alors, il y a toute une partie de l'orientalisme qui est intéressante et positive. C'est-à-dire tout ce qui est grammaire, connaissance des langues, philologie. Il y a des travaux qui sont très très intéressants et qui sont très instructifs. Donc on commence à faire des grammaires des langues, on commence. C'est en fait l'orientalisme, c'est la continuation du mouvement humaniste. Et le mouvement humaniste, dans la mesure où on peut le voir comme une idolâtrie de l'homme, parce que le suffixe français isme indique une priorité. Donc l'humanisme, c'est la priorité accordée à l'homme, et alors qu'au Moyen-Âge, la priorité était accordée à Dieu. Donc, comme c'est une idolâtrie, on peut en tout cas le considérer comme ça, une idolâtrie de l'homme, donc forcément, ça ne peut pas fonctionner avec l'islam. L'islam, ça ne peut pas être une idolâtrie de l'homme, absolument pas. Donc, tout ça, c'est très positif, les dictionnaires, la philologie, l'étude des langues. Alors, on se donne les outils pour étudier l'Orient. Donc, l'orientalisme a pour mission d'étudier l'Orient. Alors, l'Orient, c'est vaste, hein, mais il y a un Orient qui est quand même plus proche, parce que c'est la terre des religions. Hein. Il faut quand même rappeler, ce qu'on ne dit quasiment jamais, qu'aucune grande religion n'est née en Europe. Aucune. Donc cet Orient-là, il est proche. Il est proche parce que c'est le Christ, c'est toute l'épopée du christianisme a commencé là, les missions de l'apôtre Paul, tous les débats, les controverses sur la nature du Christ. Qu'est-ce que c'est que le Christ? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est à la fois Dieu et homme? Tous les débats qui ont divisé les chrétiens énormément entre nestoriens, monophysites, ariens, enfin bref. Tout ça, c'est l'Orient. Tout ça, ça fait partie de l'inconscient collectif de l'Europe. Donc il y a derrière tout ça. Donc on se réapproprie en quelque sorte un monde avec des outils tout à fait modernes. Donc, alors ça c'est l'orientalisme savant dans sa dimension philologique et continuation de l'entreprise humaniste. Alors l'entreprise humaniste, elle n'a pas que de bons côtés, elle a aussi de très mauvais côtés, parce que l'entreprise de la continuation de l'entreprise humaniste, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner la domination sur la nature, ça va donner le génocide indien, ça va donner la colonisation, ça va donner tout ça. Hein. Donc ça, c'est la face sombre de l'humanisme occidental. Donc ça, c'est l'humanisme, c'est l'orientalisme savant. Donc on fait des études sur les Égyptiens, sur le Moyen-Orient, des études, parfois des monographies, des articles savants, etc. Il y a une deuxième dimension de l'orientalisme qui est une dimension plus littéraire. C'est-à-dire, ce sont ces écrivains qui commencent à aller en Orient, à faire des voyages en Orient. Alors, on voit en Orient depuis longtemps, mais ça s'accélère avec la multiplication et la facilitation technologique des moyens de transport. Hein, parce que plus on a de moyens technologiques de transport plus rapides, plus évidemment ça facilite les parcours. Alors, au XIXe siècle notamment, on a tous les grands écrivains français qui vont en Orient. Il y a Chateaubriand, il y a Flaubert, il y a Lamartine, il y a Nerval, il y a aussi pas mal d'auteurs anglais qui y vont. Et tout ça donne lieu à des récits de voyage, donc une certaine connaissance de l'Orient, toujours aperçue en fonction de la grille de formation, de lecture que ces gens-là, parce que ce sont des gens qui sont déjà formés, qui ont déjà une certaine grille de lecture du monde, donc ils vont appréhender l'Orient en fonction de leur tropisme, de leurs préjugés, ils vont pas
c'est pas une description objective. Ce sont des récits qui sont subjectifs, qui racontent donc des sentiments ou des anecdotes qui sont vues par des subjectivités situées. Donc, mais il y a un lien entre l'orientalisme savant et l'orientalisme des voyageurs. Et il y a aussi un orientalisme qui est un orientalisme qui s'est occupé surtout de religion. C'est-à-dire, par exemple, qui prend pour champ d'étude le Coran, la religion musulmane. Il y en a un autre qui s'intéresse à l'histoire, par exemple, comme le père jésuite Lamince. Et l'orientalisme, donc, c'est tout ça. Et derrière tout ça, il y a bien sûr une intention de connaissance. Elle est réelle, hein, elle existe, elle est réelle. Ce sont des gens qui sont réellement curieux de l'Orient, d'autant que l'Orient musulman incarne à la fois quelqu'un qui est proche et différent. Proche et différent. Proche parce que, si vous voulez, les chrétiens considèrent que, en réalité, l'islam, ça n'est qu'une hérésie chrétienne. Puisque le prophète a été instruit par un moine, alors on ne sait pas trop s'il est nestorien, ou, voilà, quand il a visité la Syrie, etc., il a été pris en charge par un moine qui lui a inculqué, mais un moine qui connaissait pas très bien le christianisme, parce qu'il lui a inculqué des choses, un christianisme un peu falsifié, vous voyez, ce qui a donné l'islam. Donc l'islam est une hérésie chrétienne, d'accord? Et donc proche, mais comme les querelles de famille sont les plus terribles, donc voilà, il y a une hostilité qui s'exprime. Alors on le cherche dans cette perspective-là, on va essayer de prouver qu'au fond, comme le fait d'ailleurs Nicolas de Cuse dans le Coran tamisé, il explique que en fait, le Coran lui-même dit que ce que raconte le Christ est vrai. Donc valide le judéo-christianisme, valide ce que disait le prophète Moussa, valide ce que disait le prophète Isa, et donc c'est lui-même qui le dit. Donc il ne peut pas nous dire autre chose. Donc ça confirme l'idée que l'islam, ça n'est qu'une construction hérétique chrétienne, et donc on va essayer de le prouver. Dans une tentative d'évangélisation. Parce que ces mauvais chrétiens qui s'ignorent, il faut venir à leur secours. Il faut leur envoyer le SAMU théologique. On ne va pas les laisser comme ça se fait pas. Ce sont nos frères. Donc il faut les arracher à leur égarement et à leur ignorance, parce que ce sont des chrétiens qui s'ignorent. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'orientalisme. Mais c'est aussi une institution, pour terminer. C'est une institution universitaire, il y a des sociétés savantes, il y a des travaux qui sont publiés dans des éditeurs académiques, il y a des congrès. Le dernier congrès orientaliste s'est tenu en 1972, depuis terminé, parce que c'est à partir notamment des années 60 que l'orientalisme entre en crise, et c'est un Égyptien, Anwar Abdelmalek, qui signe un article dans la revue Diogène qui s'appelle « L'orientalisme en crise ». Or, il se trouve que Anwar Abdelmalek, c'est un marxiste, ça n'est pas un musulman. C'est un arabe copte d'Égypte, mais il est d'orientation marxiste, et c'est lui qui, le premier, lance cette idée de l'orientalisme en crise. Et d'ailleurs, ça a fait débat, bien avant Edouard Saïd, qui, lui, ne publie son livre qu'en 1978. Donc déjà, Anwar Abdelmalek avait posé les bases d'une critique de l'orientalisme et d'un essai de démystification de cette entreprise qui se présente sous des dehors scientifiques alors qu'elle déroge à l'esprit scientifique le plus concret, quoi. Parce que l'esprit scientifique, c'est l'objectivité, c'est une recherche scientifique. On met de côté, en tout cas on essaye de mettre de côté l'ensemble de ses préjugés, de ses présuppositions concernant une civilisation, une culture, on les met de côté pour regarder l'objet lui-même en soi, et non pas tel que on le voit ou tel qu'on nous a appris
à le voir. On fait preuve de probité intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle. On fait preuve d'amour de la vérité. On est conduit par l'amour de la vérité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas des entreprises orientalistes, en tout cas dans le secteur de l'orientalisme islamisant qui s'occupe des questions de religion, de théologie, même si la compétence de des contributeurs n'est pas toujours en cause. Ce sont des gens très savants qui connaissent les langues, qui les ont apprises, mais on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi des gens s'occupent d'orientalisme islamisant, d'islam, de disséquer, d'apprendre les langues des populations musulmanes, le turc, le persan, l'arabe, parfois le berbère, à des fins de démolition. Je crois que leur énergie serait mieux employée ailleurs. Moi, si je devais m'intéresser à la Chine, si j'ai une hostilité à l'égard de la Chine pour quelque raison que ce soit, j'irai sûrement pas gaspiller des dizaines d'années à apprendre le chinois, à traduire, uniquement à dessein de critique ou de jeter le scepticisme dans l'esprit des musulmans, enfin, etc. Ça me paraît quand même assez extraordinaire comme attitude psychologique. Alors, l'orientalisme est entré en crise parce que c'est l'âge des indépendances. Ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, eh bien, commence à bouger, à revendiquer un certain nombre de choses, à ne plus se poser comme subissant le colonialisme, à se libérer à la fois matériellement, politiquement et psychologiquement. On ne se pose plus en colonisé, on se pose en homme libre, surtout quand la liberté a été acquise par les armes et en versant son sang. Alors, pourquoi ? Parce que, d'abord, l'orientalisme s'est compromis avec la colonisation. D'accord ? Ensuite, apparaissent des autochtones qui investissent le champ de l'orientalisme, qui veulent plus qu'on parle pour eux, qui veulent parler pour eux-mêmes. Parce que l'orientalisme, finalement, parle à la place des orientaux. C'est un discours sur l'Orient, mais c'est un discours qui vient de sujets qui sont étrangers à l'Orient. Donc c'est un discours extérieur à l'Orient. Et un discours extérieur à l'Orient ne peut jamais remplacer le sentiment personnel. Jamais. Ça n'existe pas, ça. Donc ça reste un discours extérieur. Et c'est comme le sentiment de la langue. Si vous voulez, vous apprenez une langue orientale, vous ne pourrez jamais avoir le sentiment inné de la langue que même l'analphabète, l'autochtone analphabète, l'a lui. Il a ce sentiment inné, il sent cette langue-là. Par exemple, beaucoup de traducteurs du Coran ont appris l'arabe dans les universités. Mais ils ne se sont jamais demandé ce que signifiaient les termes du Coran pour l'arabe de Quraysh, qui recevait le Coran pour la première fois. Comment lui, il comprenait le Coran dans sa propre langue. C'est pour ça que leurs traductions sont souvent biaisées, parce qu'ils ne savent pas quelle résonance ces termes-là avaient dans la conscience de l'arabe de la Mecque. Donc il y avait un problème. Et donc c'en est fini de cette espèce d'orientalisme. En fait, vous êtes un peu idiot, vous comprenez pas votre religion, mais nous, on a le savoir, parce qu'on est occidentaux européens, on a la grande civilisation, on a les instruments, on a les concepts, on va vous expliquer ce que c'est que votre religion, on va vous l'expliquer. Ça, c'est un geste colonial par définition. Et donc, c'est ça qui est massivement refusé. Alors, j'ajoute à ce que je disais tout à l'heure, que en fait, l'orientalisme, quand on lit les travaux des orientalistes classiques, c'est-à-dire notamment du 19e siècle, on a une image de l'oriental qui apparaît. Donc on a un portrait de l'oriental
c'est en général quelqu'un de fourbe. C'est un imposteur. D'ailleurs, tout le Moyen-Âge, vous voyez, il y a des racines quand même. Tout le Moyen-Âge chrétien disait du prophète que c'est un imposteur, un faux prophète, un épileptique. Vous savez, la révélation, évidemment, quand il recevait la révélation, c'est un épileptique. Parce que eux, ils interprètent ce que dit le prophète de la révélation parce qu'il en a dit quelque chose, comme une épilepsie, quoi, comme une attaque. Donc, en fait, c'est un névrosé. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur la nature de la névrose, mais enfin, ça, c'est du détail. Et donc, l'oriental, c'est ça. C'est un homme peu digne de foi, à qui on peut faire... On a ça dans les récits de voyage. Hein. D'ailleurs, par exemple, dans un récit de voyage comme celui de Palgrave, c'est un auteur anglais qui a passé une année en Arabie Saoudite à traverser toute l'Arabie. Il dit, voilà, c'est des bédouins, ils sont fourbes, ils sont rusés, on ne peut pas leur faire confiance, à la première occasion, ils vous abandonnent dans le désert. Voilà, on a cette image-là. Et à ma connaissance, seul quelqu'un comme Roland d'Orgelès, qui est un romancier français, qui a écrit un romancier français du XXe siècle, hein, qui est mort, je pense, au début des années 70. Seul celui-là a dit, qui a fait un voyage en Orient, il a dit, mais ces vices-là, ils sont répandus dans toute l'humanité. Ce ne sont pas des vices ou des défauts qui sont particuliers ni aux Bédouins ni aux Orientaux. Ça se retrouve dans toutes les communautés. Donc je pense que cet argument suffit à dévaloriser l'argumentation orientaliste. Alors, je crois que l'âme de l'orientalisme, elle figure dans un petit livre, dans une conférence qui a été prononcée par Renan, qui s'appelle « L'islamisme et la science », et qui impute à l'islam le sous-développement des pays musulmans. Si les musulmans sont sous-développés, c'est parce qu'ils sont musulmans. Ils sont religieux, ils ont la foi musulmane, et c'est cette foi-là qui pose un problème, parce que elle verrouille l'esprit, elle éteint la curiosité, puisque vous avez la certitude. Donc, pourquoi s'intéresser aux choses? Parce que vous avez la certitude. Donc vous êtes la meilleure communauté, donc vous n'allez pas vous intéresser aux autres, vous n'allez pas vous intéresser aux civilisations grecques, à la civilisation chinoise, vous n'allez pas vous intéresser, et donc, voilà, c'est ça. Or, Renan, en fait, tisse une caricature, c'est la caricature de l'islam. Il ne se demande pas si l'islam a eu un autre visage dans l'histoire et s'il n'y a pas eu une évolution qui est due notamment à des facteurs objectifs, psychologiques, etc. Et quand on lui dit, oui, mais quand même, au Moyen-Âge, voilà, au Moyen-Âge occidental, où c'était les ténèbres, enfin les ténèbres entre guillemets, et le Moyen-Âge musulman, qui était une époque plutôt éclairée, il dit, oui, mais ça c'est les Perses. C'est les Perses. C'est-à-dire, il dit, à partir du moment où les Abbassides sont arrivés au pouvoir, donc ils se sont tournés vers la Perse, et tout l'entourage des califes était perse, avec les Baramika qui est une famille de fonctionnaires, de très compétents, de fonctionnaires effectivement originaires de Perse, convertis à l'islam. Mais il ne se pose pas la question, alors que tous ces gens-là sont musulmans. Et que l'islam ne fonctionne pas par origine. Il fonctionne par foi. Le critère du musulman, c'est la foi. C'est pas l'origine ethnique. C'est pas l'origine territoriale. C'est pas ça qui compte. Donc, ils sont musulmans. Alors, il attribue la splendeur de l'époque musulmane, du Moyen-Âge, à des éléments qui sont étrangers à l'islam. Si on devait se tenir qu'à l'islam, en fait, on aurait
que du tafsir et que du hadith. On n'aurait ni astronomie, ni géométrie, ni mathématiques, ni hisab, ni arithmétique, rien. On n'aurait ni philosophie, rien du tout. Mais bon, ça c'est une caricature. Et pour peut-être admirer la perspicacité de Renan, c'est un homme qui a dit, alors Renan il est mort en 1893. En 1870, la France a la mauvaise idée, enfin l'empereur des Français a la mauvaise idée de déclarer la guerre aux Allemands. Il s'est dit oui, bon, de toute façon, les Allemands, nous on est les plus forts, ça va être une promenade. Bon, évidemment, ils perdent la guerre, puisque les Allemands étaient beaucoup mieux préparés. Et dans un restaurant qui s'appelait le Bréban, où se réunissaient les intellectuels, etc., il y avait Edmond de Goncourt qui a écrit un journal. Et pendant ce dîner, ou ce déjeuner, je ne sais plus, Renan dit, pour voir sa perspicacité, hein, il dit oui, mais la France a perdu la guerre parce que la race allemande est supérieure à la race française. En 1892, c'est un an avant sa mort, Jules de Goncourt publie le texte de cette soirée, la chronique qu'il avait faite, parce que quand il est rentré chez lui le soir, il a rédigé, donc c'était frais encore dans sa tête. Et ça a fait un scandale, parce qu'à ce moment-là, Renan était admiré par la République, il avait reçu tous les lauriers, c'était un grand savant, il était professeur honoraire au Collège de France, etc. Voilà quelqu'un qui a tellement peu de perspicacité que, en fait, ses jugements sur l'islam sont exactement de la même farine que ce qu'il a dit sur la race française et la race allemande. Alors déjà, la race française et la race allemande, bon, on peut avoir énormément de réserves sur ces termes-là. Alors les grands noms de l'orientalisme, alors on peut citer, pour ce qui concerne la religion, Blachère, traducteur du Coran, on peut citer Louis Gardet, on peut citer Anawati, on peut citer Louis Massignon, on peut citer Godzière, on peut citer qui pourrait d'autre, les plus récents, ceux qui travaillent actuellement sur le Coran, ceux qui ont édité le Coran des historiens. Donc ça c'est une jeune génération, mais qui, en tout cas pour certains d'entre eux, sont tout à fait tributaires des thèses classiques de l'orientalisme. L'orientalisme, il a changé de forme, il n'a pas changé de nature. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles formes d'orientalisme. D'ailleurs, comme le dit Bernard Lewis, donc j'ai oublié de le citer celui-là, Bernard Lewis, dans un de ses livres sur la question de l'orientalisme, il dit le mot orientalisme est complètement démonétisé. On l'a remplacé par islamologie. Islamologie, ça paraît plus neutre. Mais ça, ce sont des tentatives de relooker. On essaye de relooker, de mettre un peu d'esthétique sur les mots, mais le fond, il n'a pas changé. Hein. Quand Candiar essaye de nous expliquer pourquoi on n'y comprend rien à l'islam, on comprend pourquoi lui n'y comprend rien. D'accord? Donc il mélange tout. Vraiment, il comprend rien à l'islam. Hein. Mais c'est toujours l'entreprise chrétienne, avec ses relents médiévaux. On est toujours dans une problématique médiévale, d'opposition, de confrontation. Alors que en Orient, au 9e, 10e siècle, vous avez des chrétiens, des musulmans qui travaillaient ensemble, qui ont contribué ensemble à la civilisation arabo-musulmane et qui n'étaient pas dans une forme de croisade contre l'islam. Ils étaient dans une démarche de savoir, de connaissance. Alors peut-être qu'ils avaient des sentiments d'hostilité à l'islam, mais qui n'apparaissaient pas. Ils mélangeaient pas tout. Donc là, on est alors effectivement, l'islam lui-même connaît des moments douloureux, mais c'est pas une raison pour entramer la caricature. Hein. Si on est savant, on cherche le savoir, on cherche la connaissance, on est rigoureux. Et puis on part pas. C'est-à-dire on cherche pas à accréditer ses préjugés. Le savoir, c'est pas ça. C'est pas de dire voilà, je pense ceci et cela et je vais vous le prouver. Donc si vous faites cette entreprise-là, si vous allez dans cette orientation-là, forcément vous allez
sélectionner dans tel ou tel corpus les éléments qui vont dans le sens de votre orientation et vous allez fabriquer, vous allez construire quelque chose, un texte, une théorie, mais qui est partielle, qui est partielle, qui n'est pas objective et qui ne reflète absolument pas la réalité dont vous prétendez parler. Si je prends l'exemple du Coran, le Coran est considéré comme un texte humain par l'orientalisme. Déjà, là, il y a une espèce de refus du statut du Coran. Parce que pour les musulmans, le Coran n'est pas un texte humain. Donc, moi, si j'étais orientaliste, je prendrais le Coran tel qu'il se présente. Si je dois faire une phénoménologie du Coran, je le prends comme il se présente. Je ne le prends pas comme moi je le vois. Or, eux, si vous lisez ce qu'ils disent, ils essayent toujours de prouver qu'en réalité, le Coran ne peut pas être un texte révélé. Ne peut pas être l'objet d'une révélation, que d'une certaine façon, le prophète est un imposteur, puisque ça ne peut pas être un texte révélé. Donc, on reconduit regardez par exemple le texte de Rodinson, la biographie du prophète Mahomet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reprend une problématique médiévale. Il est toujours, oui, mais est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il n'était pas sincère? On en est encore là, quoi. Donc, on essaye alors oui, on va essayer, Nöldeke, il va essayer d'établir une chronologie, d'ailleurs il a échoué à l'établir, hein, donc il n'a pas réussi à l'établir. Blacher, qui l'a suivi dans la première édition de sa traduction du Coran, il a renoncé parce que l'éditeur a dû lui expliquer que ça se vendait pas son truc. Donc il est revenu à une présentation, il est revenu à la présentation musulmane des sourates du Coran. Donc ils essayent. Moi, si j'étais traducteur, je respecte le texte. La première règle du traducteur, c'est la modestie. C'est pas lui qui est le héros du texte. C'est le texte lui-même. Donc le travail du traducteur, c'est un travail d'effacement de soi. Il doit choisir il est obligé de choisir. La traduction est toujours un choix, mais il n'impose pas au texte ses propres principes méthodologiques. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait violence? Alors, il y a deux types de traducteurs. Il y a ceux qui font violence à la langue de départ et ceux qui font violence à la langue d'arrivée. Ceux qui font violence à la langue d'arrivée, ils vont vous expliquer qu'il faut que le lecteur sente la structure de la langue d'origine. Par exemple, par exemple, quand un texte arabe ou le Coran commence par un verbe, eux, ils commencent par un verbe. Or, c'est pas la particularité de la langue française de commencer les phrases par des verbes. C'est comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les phrases arabes commencent par un verbe? Parce que l'arabe donne la priorité à l'action. C'est pas à la spéculation. Or, la langue française est une langue qui favorise l'abstraction. On est dans un peuple, vous voyez d'ailleurs les Français sont réputés pour l'art de la conversation, les sorties brillantes, les saillies pertinentes. Ils sont dans une espèce de délire idiosyncrasique dans l'abstraction. Les Anglais, eux, ils sont dans l'action, ils sont dans le pragmatisme. Eux, ils cherchent pas à changer le monde, ils font avec le monde. C'est pour ça que la question du voile a pris une importance fondamentale ici, alors qu'en Angleterre, c'est pas du tout fondamental, parce que l'anglais, lui, il est pragmatique. Il cherche à faire des affaires avec vous. Il n'est pas là pour vous dire comment vous vous habillez. Quel est le bon vêtement, le bon. Ça, c'est le tropisme français. Vous voyez, c'est comme ça. Et voilà, donc, descente. Ils vont traduire Tenzil par descente. Mais ça va pas en français. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un texte qui descend? Mais ça n'a aucun sens en français. Donc il faut dire révélation. Mais non, mais révélation, on sent pas que c'est une descente. Et en plus, il y a un risque anthropomorphique. Ah oui, parce que la descente, c'est forcément quelque chose de physique.
Donc, ils font pas attention à ça. Or, l'islam déteste tout ce qui est « rien ne ressemble à Dieu ». Le musulman croit que rien dans la création ne ressemble à Dieu. Donc, si vous dites Tanzil, ben, vous êtes dans un risque anthropomorphique. Ils vont dire, ouais, c'est ça est-ce que c'est ça la fidélité? Ou est-ce que c'est autre chose? Oui, il y a quand même des problèmes monstrueux. Et on ne se rend pas compte. Denise Masson, elle a quand même osé traduire le prophète infidèle. Dans la première édition de sa traduction de Gallimard, elle a corrigé après. Validé par Al-Azhar. Parce que le type n'est pas allé jusqu'à la 7e ou la 8e sourate. Il a juste regardé le début. Ça a été validé par Al-Azhar. Le prophète des infidèles. Donc vous voyez, alors ça parce qu'elle est chrétienne, elle dit ça parce qu'elle est chrétienne. Donc vous voyez, là on a une entorse grave, gravissime à l'esprit scientifique. On change le texte. On fait pas ça pour les Grecs. On fait pas ça. Pourquoi on fait pas ça pour les Grecs? Oui, mais comme c'est des Arabes, c'est pas grave. Et d'ailleurs, qui connaît l'arabe? Personne. Vous voyez, c'est quand même un climat extrêmement malsain. Qu'en est-il de l'approche, disons, historique de l'orientalisme quand ça s'applique, par exemple, à l'histoire de l'islam? Bah, moi, si je regarde, par exemple, les biographies du prophète que j'ai pu lire, que ce soit celle de Godefroy de Montbine, qui date de la fin des années 40, je crois, qu'il s'agisse de celle de Rodinson Mahomet, qu'il s'agisse d'autres biographies, c'est toujours la même entreprise, en fait. C'est-à-dire, voilà, le prophète est d'abord un homme. C'est d'ailleurs, le Coran le dit, hein, c'est pas une nouveauté. Le Coran le dit, c'est un homme qui reçoit la révélation néanmoins. C'est pas n'importe quel homme, c'est un homme qui reçoit la révélation. Alors évidemment, il y a toujours ce scepticisme. Vous parcourez une biographie du prophète, le scepticisme, il est à toutes les pages. Et surtout ce préjugé, ou cette présupposition qui est quand même extraordinaire, qui consiste à jeter le discrédit systématiquement sur les sources arabes. Les sources arabes, c'est forcément pas fiable. C'est systématique, ça. C'est jamais dit explicitement, mais en regardant de près les choses, on arrive à cette conclusion. Mais on se dit, mais ces gens-là ne sont pas très raisonnables, parce qu'ils ont appris l'islam des musulmans. Donc, ils ont appris l'islam des musulmans. S'ils ont appris l'islam des musulmans par les sources, comment est-ce qu'ils peuvent... C'est pas très sérieux, quoi. Franchement, c'est pas très sérieux. Et la science orientaliste, elle en est là, quoi. Elle en est là. Elle est pas prête de sortir de là. Tant qu'il n'y a pas une révolution culturelle dans les esprits, mais le climat politique, géopolitique actuel ne plaide pas en faveur d'une révolution dans les esprits pour qu'on regarde les choses avec d'autres yeux. D'accord? Déjà, on a du mal à regarder la guerre d'Algérie on a mis 40 ans à reconnaître que c'est une guerre et pas des opérations de maintien de l'ordre ou de pacification. Et on est encore dans une espèce de refoulement collectif par rapport à la guerre d'Algérie. Et on n'a pas fini cette histoire-là. Alors avec l'islam, évidemment, c'est encore plus sérieux. Le problème de l'orientalisme, c'est aussi un certain européocentrisme. On l'a compris. C'est-à-dire, nous, on a le savoir, on a les dictionnaires, on a fait ceci, on a mis au point les outils, donc qui nous permettent de dominer. C'est une entreprise de domination et il est très significatif que certains orientalistes aient fait du renseignement. C'est-à-dire, pour le dire clairement, on fait de l'espionnage. Massignon a même été mis en prison. Hein, ce sont ses voisins irakiens qui l'ont sauvé, qui ont témoigné en sa faveur, et ils l'ont sauvé. Mais il a été emprisonné pour des raisons d'espionnage. Alors vrai ou faux, moi j'ai pas étudié le dossier, donc j'en sais rien.
Mais je sais qu'il y a des orientalistes qui ont fait du renseignement. Ça fait partie de l'orientalisme. Donc c'est quand même inquiétant. Mais peut-être que c'est de bonne guerre dans l'affrontement géopolitique, j'en sais rien. Mais c'est un fait que on a fait du renseignement. Et peut-être que certains aujourd'hui font du renseignement aussi. C'est-à-dire utilisent leur science pour des fins politiques ou même militaires, hein, j'en sais rien. Donc voilà, c'est quand même... Alors, l'orientalisme reste quand même une entreprise historique intéressante à plus d'un égard, nonobstant les critiques que je viens de formuler, mais il faut être extrêmement vigilant par rapport à leurs travaux, les regarder de manière extrêmement critique, et surtout se doter soi-même d'un savoir arabe et musulman qui permet précisément de déjouer les faux parallélismes. Par exemple, on va vous expliquer que l'origine de beaucoup de termes du Coran est hébraïque. Voilà. Bon. Le docteur Abdelrahman Badawi a prouvé dans son livre Défense du Coran que que ces parallèles sont des parallèles apparents et faux. Et d'ailleurs, c'est assez amusant cet argument parce que on se demande comment les Juifs de Médine, on se demande pourquoi les Juifs de Médine, qui ne pouvaient pas manquer de reconnaître dans les termes du Coran des termes hébraïques, ne se sont pas convertis finalement. Si c'était le cas, ils auraient dû se convertir. Alors qu'en est-il de l'islamophobie qu'on appelle savante, c'est-à-dire qui est le fait finalement d'universitaires, de clercs, d'intellectuels qui, il faut bien le dire, ont pignon sur rue et dont les livres sont publiés assez aisément en vérité, puisqu'ils tiennent un discours qui est plus ou moins attendu par l'opinion. Hein. Si vous tenez un discours qui n'est pas attendu par l'opinion, vous ne trouverez pas d'éditeur, c'est évident. Donc, mais si vous avez un discours de dénigrement, vous trouvez toujours une oreille attentive. Alors, cette islamophobie savante, alors, elle est savante pour atténuer un peu l'aspect péjoratif de l'islamophobie, parce que c'est pas une islamophobie vulgaire de l'électeur moyen du Front National. Non, c'est une islamophobie raffinée. Vous comprenez ? Donc on tient des propos élégants, on reste courtois, poli, mais en fait la virulence elle est dans le propos. Et moi j'ai dans un article que j'ai publié récemment qui s'appelle Rémi Brague ou l'islam des ignorants. Donc je critique Rémi Brague que je connais bien. Et j'ai été témoin d'une scène dans les années 90, au début des années 90 ou au milieu des années 90. Brague était candidat au poste de philosophie arabe et médiévale arabe de Paris 1, que détenait Pierre Tillet, qui est un philosophe qui a enseigné en Tunisie et qui connaissait bien l'arabe. Et j'assiste à cette conversation et Brague dit, on est dans les années 90, Brague avait déjà plus de 40 ans, hein, je crois. Et donc Brague dit à Pierre Tillet, mais je suis parfaitement ignorant en langue arabe, je suis parfaitement ignorant dans les choses de l'islam, enfin, à peu près ça, il disait à peu près ça. Et je me suis demandé comment un type qui a 40 ans est ignorant pouvait devenir un spécialiste de l'islam quelques années à peine plus tard. Mais bon. Et donc je critique Rémi Brague, et aussi parce que Rémi Brague est un... Alors aujourd'hui il le nie, mais était un heideggerien. Et quelqu'un comme Heidegger a quand même réussi l'exploit d'écrire une thèse sur Duns Scott sans jamais citer Avicenne, Ibn Sina. Alors qu'on ne peut pas comprendre Duns Scott si on n'a pas lu Avicenne. C'est impossible. Alors là, aujourd'hui, non, parce que
avec l'apparition des cahiers noirs, l'antisémitisme de Heidegger est tellement patent que ça devient mauvais. Donc on essaye de se débarrasser de cette image, de cet auteur encombrant. Parce que moi je lui disais, mais comment est-ce que vous faites pour harmoniser votre heideggerianisme et votre christianisme? Parce que Heidegger avait des très mauvais rapports avec le catholicisme. Donc voilà. Alors Rémi Brague a été lui-même rangé par ses confrères universitaires comme islamophobe. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc, parce qu'il y a eu un livre qui est apparu sur l'islamophobie savante, qui a été fait par, c'est un ouvrage collectif, et il parle notamment de l'affaire Guggenheim au sujet-là. Il range donc Rémi Brague comme étant islamophobe. Alors lui, il le nie, mais en réalité, je veux dire, ça ne trompe, ça ne trompe personne parce que il fait partie du groupe catholique. C'est un catholique plutôt traditionnel. Donc, mais bon, il cherche à faire bonne figure, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Guggenheim, bon, la critique de son livre a été faite. C'est un livre qui est pas très sérieux. En fait, les éditions ont fait un coup. Bon, ça a fait beaucoup de bruit, donc ça a bien vendu le livre, mais bon, je crois que ceux qui sont réellement instruits des choses de l'islam et de l'Orient l'ont très très mal jugé. Hein. Le Coran des historiens, en fait, ils sont dans la pratique des méthodes historico-critiques. Donc l'un des ténors de la méthode historico-critique, c'est Renan. Donc il continue l'entreprise finalement renanienne. Hein. Donc ils sont dans cette perspective-là. Donc autrement dit, Renan déjà de Jésus, il a dit qu'il était un homme incomparable. Alors ça lui a coûté sa chaire du Collège de France. Il a été chassé du Collège de France parce qu'il avait dans sa leçon inaugurale dit ça. L'Église a protesté et puis l'empereur a dit dégagez-moi ce type. Donc non, mais je crois que le Coran des historiens c'est la continuation de cette entreprise historico-critique. Voilà. Et les méthodes historico-critiques, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il faut dire, tous ceux qui utilisent les méthodes historico-critiques ne sont pas d'accord entre eux. Si les méthodes historico-critiques étaient une méthode scientifique, ces gens-là devraient être d'accord. Comme on est d'accord sur un théorème, ou comme on est d'accord sur une démonstration de physique. Ils ne sont pas d'accord. Ils utilisent les mêmes méthodes, mais ils aboutissent à des résultats tout à fait contradictoires. C'est quand même curieux. Dreverman, dans son livre, dans le livre qu'il a consacré à la psychanalyse, à l'étude des religions, etc., dit les méthodes historico-critiques, c'est un outil de destruction des religions. C'est lui qui le dit. Alors on peut ne pas être d'accord, contester, mais il le dit. Dreverman, il n'est pas musulman. Hein. Je crois. Edward Said, il publie donc son livre Orientalisme en anglais, puisqu'il est professeur dans une université américaine à cette époque-là. Lui, il dit, l'Orient, c'est une création de l'Occident. C'est-à-dire on a créé ce que les logiciens appellent un être de raison, quelque chose qui n'existe pas réellement. C'est une construction abstraite, qui n'a pas de rapport ou très peu avec la réalité concrète de l'oriental, qui est diverse, foisonnante, voilà. Et on s'attache à étudier ça. En fait, on est à côté de la plaque. Donc l'orientalisme ne donne pas lieu à une connaissance véritable, objective de l'Orient. Ça donne lieu à l'expression d'un certain nombre de fantasmes, de présuppositions qu'on essaye de rationaliser et qu'on essaye d'accréditer. Mais c'est ce fantasme-là, c'est-à-dire on crée, comme je l'ai dit tout à l'heure, une image de l'Orient ou de l'oriental qui est tout à fait imaginaire, voilà, qui n'est pas réel. Donc on crée un mythe. Mais vous savez, c'est quand même une constante dans l'histoire que la création des légendes et des mythes. Vous savez, il y a des tas de légendes, par exemple sur des auteurs, l'admiration qu'on peut avoir pour des auteurs, pour des philosophes, pour des penseurs, ou pour des prédicateurs,
fait qu'on leur brosse une légende dorée. Voilà. Ou alors une légende noire. Alors si on les aime, c'est une légende dorée. Si on les déteste, c'est une légende noire. Voilà. Par exemple, sur un phénomène comme l'Inquisition espagnole qui a fait des dégâts, vous avez des gens qui vous disent c'est une légende noire, ça. Ça salit la réputation de l'Espagne, et donc il faut réviser tout ça. Alors on est dans une espèce de révisionnisme de l'histoire. Alors le révisionnisme, l'histoire bien sûr doit être révisée parce que il y a de nouveaux documents, de nouvelles études, il y a des choses qui sont acquises mais d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Mais voilà, il faut toujours éviter de tisser des légendes à partir soit de présuppositions, soit d'éléments qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas significatifs. D'accord ? Et par exemple, on a longtemps dit, l'islam est la religion du désert. Mais rien de plus faux. L'islam est né dans une ville. C'est pas une religion du désert. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Voilà. Ça, c'est l'un des exemples de la science orientaliste qui dit des choses absolument extraordinaires. Si on devait faire un bêtisier des propos de l'orientalisme, il y aurait matière, hein, franchement, il y aurait matière.